Il y a un an, le 26 avril 2020, Henri Weber était emporté par le Covid-19. Il avait 75 ans et disparaissait avec lui une importante figure intellectuelle et politique. De la Shomer Hatzaïr, le mouvement de jeunesse socialiste juif, aux jeunesses communistes ou révolutionnaires, de mai 1968 à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, révolutionnaire puis réformiste, trotskiste puis social-démocrate, le parcours d'Henri Weber raconte une grande partie du XXe siècle et une plus petite partie du XXIe siècle. Son itinéraire est relaté dans un documentaire, Henri Weber, Le Rouge et la Rose, diffusé le 9 mai sur France 5 et réalisé par Fabienne Servan-Schreiber, sa compagne pendant 45 ans, et son ami Patrick Rothman. Pour en parler, le co-auteur du film, Patrick Rothman. Patrick Rothman, bonjour. Bonjour. Vous avez effectué le choix de raconter ce documentaire à la première personne, à partir de l'autobiographie justement d'Henri Weber. C'est un parcours qui est particulièrement intéressant parce que c'est à la fois un destin individuel, il est né au Goulag, il va devenir sénateur de la République, et c'est une aventure collective. Et je pense que c'est ça qui essaye de montrer le film, c'est ce mélange de volonté de devenir français pour lui. C'est-à-dire que le jour où il a été, je me souviens très bien, parce que j'étais très lié avec lui, comme on disait autrefois, il faut d'où tu parles. Donc je fais un film totalement subjectif, parce que j'ai été son ami pour un demi-siècle. Quand il est rentré, quand il a été élu sénateur, c'était pas du tout chez lui un arrivisme quelconque ou un plan de carrière. Il se sentait totalement français, un pays qu'il adorait, une langue qu'il aimait. Il avait toujours un livre de poésie française à la main. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant qu'au lieu de faire un commentaire sur Henri, que ce soit Weber qui raconte lui-même ce qu'a été son parcours, ses croyances, ses désillusions, sa perte de foi, parce qu'il y a eu une perte de foi au creux des années 70, et c'est plus fort, c'est plus personnel, c'est plus intime, si c'est lui-même qui l'exprime. Alors, d'abord, c'est un début de vie, dans le cas d'Henri Weber, qui épouse les heures les plus sombres du XXe siècle. Parce qu'il naît en 1944 à Léninabad, dans un goulag. Ouais. Et donc, dans faut un voir goulag. Où est Léninabad sur une carte. Voilà, Hein. Léninabad sur une carte, en fait, c'était à l'époque en Union soviétique, c'est aujourd'hui dans l'actuel Tadjikistan. Voilà, c'est aux confins de la Chine et c'est très à l'est. Et donc, il naît là de parents polonais. Ses parents ont été contraints de quitter la Pologne en 1939 pour rejoindre la partie. Ils ont été déportés. D'abord, pour rejoindre la partie Oui. russe de la Pologne et échapper aux nazis. Et une fois en Union soviétique, ils ont été déportés. Et c'est dans ces circonstances absolument dramatiques, la guerre n'est toujours pas terminée, elle n'est pas non plus gagnée. Et c'est là que naît Henri Weber. Oui, donc on peut dire, il est marqué du sceau de l'histoire la plus dramatique. C'est-à-dire qu'il naît au confluent des deux totalitarismes du XXe siècle. Le fascisme, le nazisme que ses parents ont fui pour rejoindre la zone soviétique, donc le totalitarisme soviétique, qui les déporte dans le goulag comme 300 ou 400 000 juifs polonais qui ont suivi le même sort à ce moment-là. Et ensuite, il ne part pas directement en France, mais ses parents, donc avec lui, retournent en Pologne, en Haute-Silésie, qui n'est pas non plus l'endroit le plus merveilleux de la Pologne, et ils ne peuvent y rester que quelques années, puisque les persécutions antisémites en Pologne Oui. n'ont pas cessé. Donc en fait, après le nazisme, après le communisme, il y a encore le communisme dans ce qu'on appelait les pays frères. Oui, c'était par je ne sais quel gentil euphémisme, on appelait ça les démocraties populaires. Mais dans la Pologne socialiste, stalinienne en fait, d'après 1945, l'antisémitisme est extraordinairement virulent. Il y a des pogroms.
Donc ses parents, sa mère, Mira en particulier, très inquiète de cette, même pas une résurgence, parce qu'il a toujours été là, de l'antisémitisme, insiste beaucoup pour partir. Donc l'objectif est d'aller à Paris. Donc ils font semblant d'immigrer en Israël, mais ils veulent, les parents veulent, c'est des juifs laïcs de gauche. Le père d'Henri était, dans les années 50, plutôt mendiciste, comme pour le cataloguer politiquement. Et donc d'aller à Paris, la ville des arts, de la culture, de la langue française, c'était l'objectif. Et donc ils arrivent en 1948, toute la famille, et ils seront naturalisés 11 ans plus tard, en 1959. Mes parents se sont installés au 90 rue de la Mare, à Belleville, dans des conditions un peu drastiques, mais comme c'était une famille juive très unie et très aimante, j'ai considéré que je ne manquais de rien et que j'avais tout en surabondance. Et j'en ai gardé des très très bons souvenirs. Moi, j'avais un père qui était non seulement un juste et encore un sage. Il était horloger de la rue Popincourt. Bon, et il m'a toujours dit, Henri, mon fils, tu réussis bien à l'école, t'es un intellectuel, d'accord, mais sache, moi qui ai traversé 2 guerres et une révolution, que pendant les troubles, les intellectuels crevent de faim, les manuels s'en sortent. Donc, il faut que tu apprennes un métier manuel. Apprends l'horlogerie, ça sert toujours. Même en guerre mondiale, on a besoin de savoir l'heure exacte. Ce qui est très intéressant dans l'itinéraire politique d'Henri Weber, c'est que d'abord, cet itinéraire se construit d'abord dans les mouvements de jeunesse juifs socialistes. Donc, la Shomer HaTzaïr, qui est un mouvement, c'est très important de préciser, un mouvement sioniste, qui amène Henri Weber et son frère, parce que leurs 2 destins pendant un temps sont intimement liés, à partir en Israël, bien évidemment dans un kibbutz, et à songer sérieusement à l'Alia, à s'installer là-bas. Absolument. En 1959, la Shomer HaTzaïr nous envoyait en vacances d'études et de travail en Israël, au kibbutz Sarid, l'un des plus anciens et prospères. Travail au champ, du lever du jour jusqu'au déjeuner, conférences et randonnées en camion militaire l'après-midi. Chants, danses, feux de camp jusque tard dans la nuit. Il va sans dire que nous étions revenus conquis. À 18 ans, je devais m'installer définitivement dans un kibbutz en Israël. À l'orée du baccalauréat, je me suis dit que aller m'isoler dans un village de 250 familles, fut-il communautaire, collectiviste, communiste au plus haut point, bon, c'était pas mon idéal d'existence. Et donc, j'ai mis un terme à mon adhésion à la Shomer HaTzaïr, contrairement à mon frère, qui a fait tout le cursus et qui est toujours au kibbutz. La rupture fut douloureuse, mais ma décision était prise. En voyage en Israël 20 ans plus tard, je ne regrettais pas mon choix. L'idéal kibbutzim s'était évaporé depuis longtemps. Et qu'est-ce qui fait donc justement qu'il y a un frère, Uri Weber, qui lui fera le choix de l'Alia, qui fera le choix du kibbutz, parce qu'à ce moment-là, c'est un choix fort, et puis le kibbutz structure une partie de la société israélienne. Donc qu'est-ce qui fait que ce frère, lui, fait le choix d'Israël, et que l'autre frère, donc Henri, lui, n'est pas convaincu par ce système, ou du moins estime que ce n'est pas un pays pour lui, et donc retourne en France. Oui, enfin, il a été dans un kibbutz avec son frère pendant des vacances d'été en 1959, mais arrivé à l'âge de 18 ans, l'objectif est de s'installer définitivement là-bas. Et là, il opère une rupture. Mais pourquoi il le fait? Parce que je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que Henri était un hédoniste. C'est quelqu'un qui aimait la vie, et il aimait beaucoup Paris, la vie et ça. Et au moment où la question se pose de partir là-bas, en fait, il rentre à la Sorbonne comme étudiant, et donc on ne sait plus ce que c'était le quartier latin au début des années 60, mais c'était le paradis sur Terre. Et donc de quitter ça, les cinémas, les ciné-clubs, les librairies, les bistrots et l'ambiance, etc., pour aller dans un kibbutz en Israël,
il était il réfléchissait beaucoup. Mais la deuxième raison, peut-être plus fondamentale, c'est qu'il avait déjà rencontré l'engagement politique à travers le combat contre la guerre d'Algérie. Très très jeune, il a à 16 ans, donc il a adhéré aux jeunesses communistes, ce qui faisait hurler son père littéralement, parce que quand on vient de la Pologne stalinienne et de la Russie stalinienne, voir un fils adhérer aux jeunesses communistes, c'était très bizarre, très paradoxal même. Mais Weber, il adhère aux jeunesses communistes à cause de la guerre d'Algérie, en rébellion contre la guerre d'Algérie. Il a 16 ans, il participe à toutes ces manifs. Moi, j'ai adhéré aux jeunesses communistes à 16 ans, en pleine guerre d'Algérie, par révolte contre la guerre d'Algérie. Et c'était vraiment une sale guerre. J'étais au lycée Jacques Decour, qui se trouve au métro Anvers, tout près de Barbès. Et donc tout près des commissariats où on torturait, tout près de la Goutte d'Or. Et on voyait, comme jeune lycéen, des scènes de chasse à l'homme dans la rue. Et c'est une expérience qui éclaire, je crois, beaucoup l'itinéraire de toute une partie de ma génération. La révolte contre cette guerre coloniale qui entrait directement en contradiction avec tous les principes qu'on nous enseignait au lycée et à l'université. Donc la contradiction entre le discours et la pratique la plus quotidienne éclatait. Et aux yeux d'adolescents, c'est un déni de justice insupportable. J'étais avec les jeunesses communistes de toutes les manifestations, prenant ma part de coups de bidule. Celle de Charonne, le 8 février 1962, soumise elle aussi à une sauvage répression par ordre du préfet Papon, ce soldat par 8 morts, tous communistes, étouffés ou massacrés dans la bouche du métro Charonne. C'est très très bien expliqué dans le documentaire, qu'on voit à quel point le combat contre l'Algérie, contre la guerre d'Algérie, contre une guerre coloniale, structure cet individu, mais au-delà du cas d'Henri Weber, toute une jeunesse. Bien sûr. Et surtout, comme les injustices, les exactions se déroulaient sous leurs yeux. Elles ne se déroulaient pas seulement sur le sol algérien, mais également à Paris. Également à Paris. Et on voit bien à quel point c'était intolérable et ça a forgé des destins, dont le sien. Oui, c'est en ça qu'il est d'une certaine manière emblématique d'une génération, parce qu'effectivement, la lutte contre la guerre d'Algérie, notamment à la fin de la guerre d'Algérie avec l'UNEF, avec un certain nombre d'organisations d'extrême gauche, en fait, c'est l'acte de naissance de ce qu'on a appelé le gauchisme. C'est-à-dire qu'il naît là, dans ce combat contre la guerre d'Algérie, dans la radicalité, dans la radicalisation contre cette guerre. Et Henri Weber suit ce chemin comme beaucoup d'autres, qui va le conduire du jeunesse communiste. Quand il devient étudiant, il adhère à la fameuse Union des étudiants communistes. Alors, ça ne dit plus rien à personne, l'UEC aujourd'hui. Mais à l'époque, tout le monde était là. C'est-à-dire tout ce qui comptait d'étudiants brillants. Il y avait Burnier, il y avait Kouchner, il y avait Serge July, tout le monde. Là, tout ça était dans des tendances qui se bouffaient le nez. Mais d'ailleurs, on aperçoit des visages connus dans ce documentaire. Comme ça, on les aperçoit, on se rend compte que c'est un tout petit monde. Tout petit monde, quelques centaines, quelques milliers d'étudiants communistes. Mais ce qui faisait la particularité des étudiants communistes, c'est qu'ils étaient contre la ligne du Parti communiste. Encore une chose qu'il faut essayer de comprendre. Étudiants communistes à l'UEC en guerre, en fait, contre la direction du Parti communiste. Guerre que la direction, bien entendu, va gagner, et parce qu'ils vont être exclus par morceaux successifs, les Italiens, ceux qu'on appelait les Italiens, parce qu'ils étaient très admiratifs de Togliatti, de l'évolution du PC italien. Les trotskistes, les guévaristes, les pro-chinois, tout ce monde va, petit à petit, il ne restera plus grand-chose dans l'UEC, et donc ça va être le creuset, en fait, de l'extrême gauche française. Alors, dans son engagement durant mai 68, dont il est un protagoniste important, en fait, hein, oui. Et puis, alors,
il y a durant mai 68 et puis ensuite dans les années qui suivent, au sein de la Ligue communiste révolutionnaire, il est l'âme de rouge en fait, hein, l'organe de ce parti trotskiste. D'où le titre, le rouge et la rose. Le rouge et la rose, d'où le titre absolument. Qu'attend-il en fait? Et quand je dis qu'attend-il, c'est pas seulement cette génération, mais lui, l'individu Henri Weber. Quand on sait désormais d'où il vient, qu'attend-il à ce moment-là, on va dire durant cette première moitié des années 70, qu'attend-il de ce combat? Quel résultat espère-t-il? Je crois qu'il y a une chose qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, parce que tout cet univers intellectuel, idéologique et politique il est lointain. est caduque donc c'est très compliqué d'essayer de faire comprendre. Mais toute cette jeunesse rebelle, révolutionnaire de ces années 60, elle cherchait en fait une voie anti-révolutionnaire, donc anticapitaliste, anti-impérialiste. Il y avait la guerre du Vietnam qui avait pris le relais de la guerre d'Algérie et donc il nourrissait aussi des générations de militants contre la guerre américaine. Mais aussi, cette génération était contre le communisme moscovite, mousquetaire du Kremlin. C'était un modèle totalement repoussoir. Et donc, c'est difficile de comprendre comment se dire révolutionnaire en étant anticommuniste, en fait, parce qu'il s'agissait de ça. Et donc, cette voie étroite, alors certains ont reporté leurs espoirs sur la Chine de Mao, d'autres sur Cuba de Castro Guevara. Et donc, mais au fond, il y avait une croyance, une très très forte croyance, je dirais presque d'essence religieuse, la recherche d'une transcendance dans cette idée que cette génération allait changer le monde, que c'était son rôle, son dévolu historique de changer le monde, et elle y croyait fermement. Oui. Et Henri comme les autres. Le mouvement révolutionnaire tel qu'il existe n'est pas... Mais c'est pas comme ça qu'on discute, alors taisez-vous là. N'est pas un mouvement constitué, n'est pas un mouvement structuré. Ce que nous avons lancé cet après-midi, c'est l'idée d'un tel mouvement et l'urgence d'un tel mouvement. Qu'il faut résoudre cette tâche dans les jours qui viennent, parce que nous avons très peu de temps à perdre. J'ai vécu toute cette période dans un état d'intense félicité, pour le dire clairement. J'avais établi mon plan de vol au 7e ciel et je n'ai pas atterri jusqu'à la fin du mois de juin. Et non seulement je vivais le bonheur de la communauté, du grand nous convivial qui s'était constitué, mais encore le sentiment d'avoir joué un rôle important dans le déclenchement de ce processus et de marquer de mon empreinte l'histoire non seulement de France, mais du monde occidental. On ne s'imaginait pas, bien évidemment, lorsque le mouvement s'est déclenché et lorsque nous avons poussé pour qu'il prenne les formes qu'il a pris. On ne s'imaginait évidemment pas qu'on allait arriver à une grève générale avec des millions et des millions de travailleurs occupant les usines, mais on pensait que les luttes étudiantes avaient un caractère exemplaire, que par les formes de contestation nouvelles qu'elles pouvaient mettre en œuvre, elles pouvaient avoir une incidence importante, y compris sur le mouvement ouvrier, et c'est dans ce sens que nous les avons développées. Sauf que lui, j'allais dire dans son cas, ou plutôt qu'on prend en compte son itinéraire personnel et fort singulier, il y a le terme de messianisme qui revient régulièrement chez lui, qui est un terme d'essence religieuse. Et là, il y a quelque chose dans son engagement qui est issu de son histoire personnelle, de la culture de ses ancêtres, tout d'un coup. C'est pas propre à Henri. C'est pas propre uniquement à lui. Parce que vous connaissez la fameuse blague, pourquoi Krivine et Weber ne parlent pas yiddish à la direction de la Ligue communiste, parce qu'il y a Ben Saïd. Ouais. Bon, voilà. Mais il y avait effectivement des jeunes gens d'origine juive remplissaient ces groupes d'extrême gauche. Il y avait pratiquement une majorité de locuteurs yiddish dans certains cas à la Ligue. C'est moins le cas aujourd'hui quand même. Hein, oui, mais bien sûr, c'est moins le cas aujourd'hui. Voire pas du tout. Effectivement, je ne pense qu'on ne peut rien comprendre, non seulement à tout ce mouvement des années 60, mais même plus largement au communisme comme mouvement du XXe siècle, si on n'y intègre pas cette dimension religieuse, cette dimension de foi. Et d'ailleurs,
il y a exactement le même processus qui se produit quand les doutes arrivent, la perte de la foi et la prise de distance, la critique, le rejet se produisent. Les mécanismes sont pratiquement toujours les mêmes. Quand vous lisez Autocritique d'Edgar Morin, c'est exactement la même chose qui se produit 30 ans plus tôt avec le Parti communiste. Donc voilà, il y avait cette incroyable conscience de confiance que cette génération avait comme rôle historique de changer le monde et qu'elle allait y arriver. Il fallait y croire. Et donc ça a donné beaucoup d'abnégation, beaucoup de générosité, beaucoup de gâchis, évidemment. Beaucoup de gâchis, beaucoup de... Et si nous avions pris nos désirs pour des réalités? À la fin des années 70, à l'épreuve des faits, le doute s'est insinué dans mon esprit sur le bien fondé de la démarche révolutionnaire. J'éprouvais les premières atteintes d'une crise de foi. Moi-même, j'avais été un fervent croyant et même un mystique et aspirant prophète. On était très profondément marqué par le marxisme, c'est-à-dire par une croyance, par une espèce de messianisme, une espèce de religion terrestre, une religion de salut terrestre, une espèce d'évangile laïcisé, qui nous faisait percevoir notre société française, notre société occidentale, comme l'incarnation du mal absolu. Elle n'était pas réformable, elle devait être révolutionnée. Mais pour expliquer sa conversion à la social-démocratie, parce qu'il rejoint, bien évidemment, il rejoint le Parti socialiste, mais il s'installe dans une tendance social-démocrate du Parti socialiste, c'est qu'il explique qu'il y a cette merveilleuse formule, c'est qu'il est passé du meilleur des mondes à un monde meilleur. Ouais. C'est qu'en fait, on passe de c'est le refus de la violence, du changement par la violence, pour un changement qui prône la négociation. C'est ça. Il a cette phrase à un moment, il dit en fait, j'ai compris que la violence, c'était pas comme ça qu'on changeait une société, que c'était une aberration absolue. Mais quand on refuse la violence, ça veut dire qu'on accepte le compromis. C'est une phrase qui est très puissante, très forte. Parce que si on suit ce raisonnement, effectivement, c'est qu'on accepte le choix démocratique, on accepte que les élections déterminent qui va diriger, on accepte de discuter avec d'autres forces qui ne sont pas d'accord avec vous, et qu'en fait, les sociétés occidentales, parce qu'on parle de ça, le problème se pose différemment ailleurs, sont travaillées par des forces sociales, culturelles, diverses, différentes, et que la démocratie, c'est d'essayer finalement de faire vivre tout ça et d'essayer d'avancer avec des rapports de force, avec des compromis, mais d'avancer comme ça. Et d'ailleurs, c'est la dernière phrase du film, quand il dit effectivement qu'il n'a pas, désespère pas de changer le monde, mais que ça n'a plus cette idée au fond totalitaire de construire le meilleur des mondes. Toutes les idéologies totalitaires du XXe siècle se sont construites sur cette idée qu'on allait offrir le bonheur au peuple à sa place. Et donc, comme on sait mieux que lui, on le fout dans des camps quand ils ne sont pas d'accord. Et voilà, donc, jusqu'au bout, il a, même après sa conversion social-démocrate, qu'il a théorisé, qu'il a analysé, il est resté dans cette espérance qu'on pouvait améliorer les choses et que c'était comme ça qu'il fallait les changer, c'est comme ça qu'il fallait les améliorer et non pas dans des vaines bagarres de rue ou de violence qui, on le sait toujours, se terminent très très mal. Pourquoi j'ai adhéré au Parti socialiste? Je considère que tout ce qui a été accumulé comme expérience par toute une génération en 68 et dans les 10 années qui ont suivi 68 ne doit pas s'évaporer, ne doit pas partir en fumée, mais doit être réinvesti au service de l'action collective. Et c'est pourquoi je crois que ceux de ma génération ne doivent plus se tenir à l'écart du mouvement ouvrier institutionnel. Je ne suis plus un révolutionnaire, je suis devenu un réformiste, un social-démocrate. Ce que j'ai compris à la réflexion, dans les années 70, c'est qu'une société complexe, développée, démocratique,
comme la société française, et au-delà les démocraties européennes, ne se changent pas, ne se transforment pas par la violence. Ce qui est très intéressant, on va dire dans la dernière partie de sa vie, bon, il devient sénateur PS, ensuite il devient député européen PS, et on ne peut pas s'empêcher de regarder ces postes-là, enfin, qui sont comme des postes très très importants dans la République, comme des moments symboliques très très importants pour lui, pour quelqu'un qui justement naît dans un goulag, dont le français n'est pas la langue natale. En fait, rien ne le prédestinait à ces postes-là. Et on comprend bien, on mesure bien dans votre film à quel point il saisissait quand même presque l'incongruité, l'extraordinaire défi que cela représentait de se retrouver ici. Exactement. Je veux dire que, d'ailleurs, il y a une phrase dans le film où il parle et il dit je suis élu sénateur, et quelle incongruité, quelle situation incroyable pour un juif polonais né au goulag de se retrouver sénateur de la République. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour lui, c'était l'achèvement de cette intégration, d'être français totalement, à part entière. Voilà, quand on est élu dans la plus haute assemblée, dans la haute assemblée, voilà, on est totalement français. Pour lui, ça signifiait ça très, très profondément. Patrick Rothman, merci beaucoup. Donc votre film est diffusé le 9 mai sur France 5 et il est surtout disponible en replay pendant plusieurs semaines. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt.